Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous passez des belles vacances si vous en avez, ce que j'espère pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial, déjà parce que c'est pas un épisode sur les actus mode, mais aussi parce que c'est un épisode vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez me voir, vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format que j'adore, c'est les anecdotes sur la mode. Et là, plus précisément, j'ai décidé de vous faire un épisode dédié à Christian Dior. Parce que Christian Dior, évidemment, c'est Christian Dior. Mais pour moi, c'est aussi beaucoup plus parce que c'est lui qui a fait naître une passion pour la mode chez moi. Et du coup, j'adore parler de lui. Et je trouve que même si on le connaît, et on connaît la maison Christian Dior, il y a plein de petites choses qu'on sait pas forcément sur lui. Du coup, l'idée, c'était de faire un épisode qui donne 7 anecdotes sur lui, pas forcément connues du grand public, même s'il y en a qui sont connues. Et l'idée, en fait, c'est que chaque anecdote retrace aussi un petit peu l'histoire et la carrière de Christian Dior pour que vous ressortiez avec, j'espère, plus d'infos sur lui et vraiment un peu une vision du parcours de Christian Dior. Du coup, allons-y, c'est parti. On commence avec la première anecdote qui est en rapport avec ses débuts. Parce qu'en fait, on le sait pas forcément, mais il a pas commencé sa carrière dans la mode. Pas du tout. En fait, je vous raconte tout. Christian Dior, du coup, il est né à Granville, en Normandie. Il est le deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Et au départ, vraiment, il a une situation aisée. Sa maison d'enfance, c'est une maison au bord des falaises, avec vue sur mer, avec un trop beau jardin. D'ailleurs, c'est un musée. Si ça vous intéresse aujourd'hui, c'est le musée Christian Dior à Granville. Du coup, on peut visiter sa maison d'enfance maintenant. Bref, du coup, il vit très très bien parce que son père a plusieurs usines d'engrais et de produits chimiques. Il a sa propre entreprise et du coup, ça fonctionne hyper bien. Et donc, il débute un peu sa vie à Granville, puis toute la petite famille Dior emménage à Paris. Et c'est là que Dior va connaître un peu les meilleures années de Paris pour l'art et la culture, les années 20. Les années 20 à Paris, c'est vraiment l'apogée de la culture et de l'art. Il y a tous les artistes à Paris, tous les écrivains. Et du coup, Dior va se faire plein de copains dans la culture. Et c'est là qu'il va lancer du coup son premier projet. C'est la première anecdote à retenir de lui, c'est qu'il a commencé sa carrière en ouvrant une galerie d'art. Donc, pas du tout dans la mode à la base. En 1928, il ouvre une galerie d'art avec un ami rue de la Boétie à Paris. À l'époque, il a seulement 23 ans, il sort tout juste de Sciences Po. Et en fait, apparemment, selon le magazine Connaissance des Arts, il aurait voulu devenir architecte, mais ses parents auraient dit non aux Beaux-Arts. Et du coup, il s'est rabattu sur la galerie d'art qu'il a ouvert du coup avec un ami. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il avait une situation aisée, c'est que c'est son père qui a financé le projet de galerie d'art, mais par contre à une condition, c'était que le nom Dior n'apparaisse pas sur la devanture de la galerie parce que c'était pas une assez bonne profession pour le garçon de bonne famille qu'il était. Pourtant, sa galerie, c'est une réussite au départ, puisque c'est notamment sa galerie qui va exposer pour la première fois en France la persistance de la mémoire, qu'on appelle aussi les montres molles de Salvador Dali. Donc c'est pas rien quand même, c'est un sacré truc. Mais tout va changer en 1929 pour Christian Dior, puisqu'il y a un krach boursier. Sa famille est totalement ruinée, et donc il doit fermer sa galerie en 1934, qui nous mène à la deuxième anecdote à retenir sur Christian Dior. À l'époque, il perd tout, sauf une chose: son talent pour le dessin. Et à l'époque, en fait, les maisons de couture, elles fonctionnaient un peu différemment d'aujourd'hui. Elles faisaient appel à des dessinateurs pour créer leur collection, pour imaginer les silhouettes, etc. Et ça va être du coup le premier travail de Dior dans la mode. Il va être dessinateur pour d'autres couturiers et d'autres maisons de couture. Donc, il va travailler notamment pour Robert Piguet, mais aussi pour Lucien Lelon, qui à l'époque était le président de la chambre syndicale de la haute couture. Et en fait, il va gagner sa vie comme ça, en vendant ses dessins. Et pendant très longtemps, il va faire que ça. Il va vendre ses dessins en maison de couture, des dessins qu'il signe Tian, comme Christian. Et voilà, c'est son gagne-pain, c'est sa vie, c'est comme ça qu'il travaille. Et puis, il va y avoir un autre coup du destin. Dior va rencontrer Marcel Boussac. Marcel Boussac, pour la faire courte, c'est comme le Bernard Arnault de l'époque, en fait. C'est le plus grand industriel textile français. Il a un pouvoir absolument monstrueux sur la mode. Et en fait, il va repérer Dior alors qu'il travaille chez Lucien Lelon. Et il va lui dire: ok, j'aimerais que tu reprennes la maison de couture Philippe et Gaston, parce qu'à l'époque, elle était en déclin. Mais Christian Dior, lui, il veut pas. Il veut pas. Ah, c'est une belle offre, hein. Mais il veut pas parce qu'il voit beaucoup plus grand. En fait, il aimerait créer sa maison de couture. Donc pour ça, il a décidé de le convaincre. Ce qui nous mène à notre troisième anecdote. Christian Dior explique à Marcel Boussac qu'il veut pas du tout ressusciter les morts. Ça l'intéresse pas, il veut créer sa propre maison. Et pour le convaincre, il va définir un peu sa maison. Il la décrit comme une petite maison, très fermée, avec des ateliers peu nombreux, et qui vraiment se baserait sur les meilleures techniques de la haute couture française, et qui serait à destination de clientes, de femmes hyper élégantes. Mais il s'arrête pas là, il décide aussi de vendre du rêve à Boussac.
Et le rêve à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, parce qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale, donc clairement, le rêve, c'était pas une option pendant la guerre. Et Christian Dior, il veut justement tourner la page de toute l'atrocité de la guerre et propose à Marcel Boussac de relancer la haute couture française, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la haute couture, c'est comme tout en fait, ça fonctionnait pas très bien, notamment parce que il y avait plus d'argent, mais aussi parce que les nazis avaient entravé pendant plusieurs années le travail des maisons de couture. Ça pourrait être un épisode entier. Mais du coup voilà, ça se passait pas hyper bien pour la couture, et donc l'idée de Christian Dior, c'était vraiment d'arriver avec une maison toute neuve qui vendrait du rêve et qui relancerait la machine. C'est ça la troisième anecdote, c'est que Christian Dior ouvre sa maison de couture à 41 ans. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on peut penser, en regardant Dior, qu'en fait Christian Dior c'était tout tracé, qu'il a commencé super tôt dans la mode, alors qu'en fait pas tant que ça, il faisait même pas ça à la base, et en fait c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il a ouvert sa maison à 41 ans, ce qui à l'époque pouvait paraître un peu tard. Même à notre époque, ça paraît toujours un peu tard. Ce qui nous mène du coup à notre quatrième anecdote. Marcel Boussac finance tout. Du coup, Christian Dior, il fait quoi? Il quitte Lucien Lelong, puisque de toute façon il a l'argent là pour créer sa maison, pour en vivre et pour vraiment faire son truc. Et Christian Dior, pour installer sa maison, il a choisi une adresse, le 30 avenue Montaigne, qui est aujourd'hui toujours une adresse emblématique de la maison Dior. Dior y est évidemment toujours, et c'est un lieu plein d'histoires. En tout, il y a 90 personnes qui travaillent d'arrache-pied pendant 6 mois pour créer la toute première collection Dior. Puis, il finit par se lancer. Le 12 février 1947, il dévoile son tout premier défilé. Et il se passe quelque chose, hein. Il se passe quelque chose, mais direct. Toute la presse était là, tout le beau monde était là, les salons étaient pleins à craquer, et dès les premiers looks, applaudissements. Et c'est limite standing ovation, j'étais pas là donc je peux pas savoir, mais en tout cas c'est ce que l'histoire nous fait comprendre. Mais c'est surtout l'objet du coup de notre quatrième anecdote, ce qui marque le premier défilé de Dior, c'est sa silhouette phare, le New Look. Le New Look aujourd'hui c'est toujours la silhouette phare de Dior, c'est-à-dire que c'était le premier défilé de Christian Dior, il y avait cette silhouette, et aujourd'hui, c'est toujours la silhouette phare de Dior. Elle est toujours réinventée par les nouveaux directeurs artistiques d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est subtil, parfois, ça ne l'est pas. Et le New Look a toujours une énorme influence aujourd'hui sur la maison Dior. Et techniquement, c'est toujours possible de se le procurer aujourd'hui si on a les moyens. En fait, le New Look, du coup, c'est la silhouette phare du premier défilé. C'est un tailleur bar qui est serré à la taille et une jupe plissée en lainage noir. Et en fait, on l'appelle comme ça parce que Carmel Snow, la rédactrice en chef d'Harper's Bazaar à l'époque, a adoré le défilé et elle est allée voir Christian Dior après. Et c'est là qu'elle lui a dit « Christian, your dresses have such a new look ». Et c'est comme ça qu'on a appelé cette silhouette le New Look. Et je pense que c'est bien cette anecdote-là qu'il faut retenir de tout l'épisode, puisque c'est la plus importante, c'est celle vraiment qu'il faut connaître sur Dior. C'est que sa silhouette phare, c'était le New Look, et qu'aujourd'hui le New Look est toujours une silhouette phare de Dior. Et en fait, le New Look, c'est une silhouette phare parce qu'elle a littéralement lancé la maison Christian Dior à l'international. C'est le New Look qui fait le succès de Dior, alors que pourtant, il n'a pas fait de publicité. C'était vraiment que du bouche à oreille. C'était que du bouche à oreille, et cette silhouette, elle a fait son job. En très peu de temps, il est connu à l'international, c'est-à-dire que la veille de son défilé, personne ne le connaissait, le lendemain, tout le monde le connaissait, tout le monde voulait le New Look. Et le New Look a fait plus que ça, il a littéralement... Comme c'était adoré par les Américaines et par le monde entier, ça a aussi beaucoup relancé les ventes de la haute couture. Et du coup, ça a grandement participé à la relance de la haute couture d'après-guerre. Et il était tellement adoré outre-Atlantique qu'il a même reçu l'Oscar de la mode. C'était du coup une distinction américaine. Et c'était la première fois que c'était décerné à un couturier français qui n'avait qu'une seule collection à son actif, puisqu'il l'a eu littéralement après sa première collection. Bref, le New Look, ça lance tout. Ça lance Dior, ça relance la haute couture. C'est un truc de dingue à l'époque. Et il y a quand même une petite ombre au tableau, c'est qu'en fait, forcément, c'était la Seconde Guerre mondiale, donc vous vous doutez bien que financièrement parlant, l'économie, elle était au plus bas. Et du coup, la population a pas forcément hyper bien reçu le New Look, notamment, et la collection de Dior, notamment parce que, comme il l'a dit, il voulait vendre du rêve. Et donc, c'était beaucoup de tissus, c'était des silhouettes hyper opulentes. Du coup, ça n'a pas été bien reçu par tout le monde pour des raisons assez évidentes. À part ça, c'est vraiment adoré par une grande majorité. Et ça a lancé la maison Dior. On passe maintenant à la 5e anecdote à retenir sur Christian Dior, c'est qu'il a créé le parfum Miss Dior en même temps que son tout premier défilé en 1947. Et c'était assez rare qu'un couturier, dès sa première collection, crée son premier parfum. Et là, il l'a fait. Dès son premier défilé, il va inonder les salons de couture
de Miss Dior. Et Miss Dior, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que ça témoigne de 2 choses pour moi. D'abord son admiration et son profond respect pour Catherine Dior, sa sœur qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a même été déportée parce qu'elle était résistante. Et en fait Miss Dior, c'est elle, c'est littéralement elle, le parfum lui est dédié, il s'est inspiré d'elle pour Miss Dior. Mais Miss Dior témoigne aussi d'une autre chose qui est tout aussi importante pour Dior, c'est son amour pour les fleurs. En fait, son amour pour les fleurs, on va le ressentir tout au long de sa présence chez Dior et on le ressent encore aujourd'hui puisque c'est une partie inhérente aujourd'hui de la maison Dior et des inspirations de la maison Dior. Et en fait, ça vient d'une chose, c'est que Madeleine Dior, sa mère, qui est décédée en 1931, elle avait un immense jardin dans sa maison à Granville et Christian Dior l'aidait beaucoup à entretenir ce jardin. Et ça a aussi vraiment inspiré Christian Dior tout au long de sa vie, les fleurs du jardin de sa mère. À tel point que Dior disait même qu'il était autant couturier à ses yeux que parfumeur. Et il faisait aussi quelque chose qui à l'époque, encore une fois, était assez nouvelle, c'est qu'il mettait du muguet dans les parfums. Et comme c'est une senteur assez douce, c'était assez rare de retrouver du muguet dans le parfum. Mais c'est aussi parce que pour lui, le muguet, c'était un porte-bonheur. Et ça nous mène à notre 6e anecdote, c'est que Christian Dior était très superstitieux. Encore une fois, ça aussi, on va le retrouver parfois dans les défilés Dior d'aujourd'hui, ce côté superstitieux. En fait, Christian Dior, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup à tout ce qui était voyance, etc. Enfin, il consultait en tout cas une voyante très régulièrement. Et il avait plein de petits porte-bonheur qu'on retrouve aujourd'hui au sein de la maison Dior toujours. Il y a notamment l'étoile, parce que d'après mes recherches, j'ai tombé sur une étoile en métal par terre au moment où il devait prendre une décision au sujet de la création de sa maison avec Marcel Boussac, etc. Et du coup, il s'est dit, c'est un signe. Et du coup, l'étoile est devenue un porte-bonheur pour Christian Dior. Il y a aussi du coup le muguet, les abeilles. Les abeilles, on les retrouve aussi plein de fois dans les défilés Dior, on le retrouve partout. On le retrouve assez régulièrement dans les créations Dior, notamment l'art de la table, parce qu'ils font de l'art de la table. C'est très joli d'ailleurs. Et en fait, les abeilles, c'était une référence aux petites mains qu'il y avait dans les ateliers. Il aimait dire que sa maison et les ateliers, c'était un peu comme une ruche pleine à craquer qui travaillait à la création des silhouettes Dior. Et du coup, voilà, les abeilles sont aussi un porte-bonheur pour Christian Dior. Et il y a aussi les trèfles, tout simplement parce que les trèfles à 4 feuilles, ça porte bonheur, selon la légende. Et du coup, il avait aussi beaucoup de trèfles dans la poche. Fun fact. Et cette superstition, finalement, ça nous mène à cette 7e anecdote. C'est qu'en fait, Christian Dior, il est resté seulement 10 ans à la tête de sa maison. Cet empire qu'il a créé, il l'a fait finalement en seulement 10 ans. En fait, à un moment donné, il est parti en Italie pour se reposer. C'est pour ça que c'est un peu lié à sa superstition. C'est qu'en fait, sa voyante lui avait déconseillé le voyage. Et d'habitude, il écoutait tout le temps, mais cette fois, il l'a pas fait. Et en fait, il a fait une crise cardiaque pendant ce voyage et il est décédé là-bas. Et il a laissé du coup derrière lui un empire, l'empire Dior, qu'il a construit en seulement 10 ans. Et je trouve ça assez impressionnant de se dire qu'il a créé tout ça et qu'aujourd'hui, Dior... c'est connu à l'international, tout le monde est d'accord pour dire que Dior c'est Dior finalement, et c'est en seulement 10 ans que ça a été fait. Et je trouve ça assez dingue de se dire que tout ça, il l'a vu que pendant 10 ans, et c'est finalement ces 10 ans qui ont fait de la maison Dior ce qu'elle est aujourd'hui en très grande partie, puisque c'est Christian Dior qui est à sa tête quand même. Et voilà, c'était les 7 anecdotes à retenir de Christian Dior. J'espère que cet épisode vous a plu, que le premier épisode vidéo vous convient. C'est la première fois que je fais ça, c'est un test. Je sais pas ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était important pour moi de parler de Christian Dior parce que il a vraiment une valeur sentimentale pour moi. Parce qu'en fait, quand j'avais 16 ans, on m'a offert un livre qui s'appelle Dior Forever. Et c'est ce livre qui a vraiment fait switcher un truc dans ma tête, qui a commencé à nourrir ma passion pour la mode. Et du coup, Dior, même si aujourd'hui j'adore plein d'autres maisons, Dior restera toujours ma maison préférée. Parce qu'en fait, elle a une valeur sentimentale et que c'est elle et c'est Christian Dior, ses inspirations, son parcours qui m'ont fait aimer la mode. Donc voilà quoi. Je vais pas finir avec le j'adore Dior parce que ce serait beaucoup trop cliché. Mais voilà, bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.